Hey, this is Naomi Ekperigan, co-host of the podcast Couples Therapy. I wanted to talk to you about Boost Mobile, the newest 5G network in the country. Boost Mobile's new network delivers customers the speed and service they'd expect from the big three, plus groundbreaking benefits you'd only get from a true challenger in the industry, like letting people try the network risk-free for 30 days, and offering a $25 per month unlimited plan that's guaranteed to never go up in price. So visit your nearest Boost Mobile store or find them online at boostmobile.com. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. This podcast is brought to you by Aura. By the time you hear about a data breach, your information has already been exposed for months. On average, companies take 277 days to report a breach. That's 9 months where hackers have access to your personal data. That's why we're thrilled to partner with Aura. Aura is an all-in-one digital safety solution that monitors the dark web for your phone number, email, and social security number, sending real-time alerts if your info is found. It also includes a VPN, password manager, and data broker removal to help keep you safe. For a limited time, Aura is offering a 14-day free trial plus a dark web scan to check if your personal information has been leaked, all for free at aura.com/safety. That's aura.com/safety to sign up and protect your loved ones. That's AURA.com/safety. Terms apply. Check the site for details. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Yallah le podcast. Et aujourd'hui, on va parler du burn-out. Et oui, parce qu'il y a des gens qui meurent en silence, assis devant leur ordinateur, sans que personne ne s'en rende compte. On appelle ça des salariés impliqués. Moi, j'appelle ça des corps qui crient en silence. Le burn-out, ce n'est pas juste une fatigue passagère, c'est un effondrement, une implosion invisible. C'est une alarme du vivant dans un monde qui n'écoute plus. Bienvenue dans cet épisode de Yallah le podcast où on va parler de ce corps qui dit stop, du cœur qui n'y arrive plus et du cerveau qui flanche. On va parler du burn-out, cette épidémie silencieuse, trop souvent minimisée, parfois moquée, mais surtout mal comprise. Le burn-out, c'est quoi au juste ? Il a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme un phénomène lié au travail, non pas une maladie, mais un syndrome résultant d'un stress chronique non géré. Il est constitué de 3 éléments selon le modèle de Christina Maslach, qui est psychologue américaine et qui est une pionnière sur le sujet. 1. L'épuisement émotionnel, donc la sensation d'être vidé mentalement, physiquement, nerveusement. 2. La dépersonnalisation, une forme de distance cynique vis-à-vis du travail, des collègues, des patients, des clients. Et 3, une perte d'accomplissement personnel. Vous travaillez, mais vous ne ressentez plus rien, plus de joie et plus de sens. C'est vraiment un processus qui est graduel, insidieux et qui peut toucher absolument tout le monde. Donc le truc de dire c'est pour les fragiles, non, pas du tout. C'est pas juste pour les fragiles, les gens vulnérables, c'est pas juste ceux qui ne savent pas gérer leur stress. Il peut vraiment frapper les gens les plus performants, les plus consciencieux, les plus investis ou les plus brillants intellectuellement. D'ailleurs, tout ça, vous pouvez le retrouver dans Understanding the Burnout Experience de 2016 dans le World Psychiatry. Et je vais d'ailleurs vous donner toutes les références, comme ça si vous avez envie d'aller faire un peu de recherche, vous renseigner pour aider quelqu'un, ou si vous traversez une situation d'épuisement au niveau professionnel, ça pourra vous aider à comprendre ce qui vous arrive. Alors les origines du burn-out, elles sont multiples. D'abord, elles vont être individuelles. Il y a les perfectionnistes, les empathiques, ceux qui veulent toujours bien faire, ceux qui ont grandi avec cette petite voix à l'intérieur, sois fort, sois forte et ne te plains surtout pas. Le burn-out, il est souvent la dernière étape d'un long parcours d'hyperadaptation. Et dans ce long parcours d'hyperadaptation, on va retrouver la blessure de rejet, la blessure d'abandon,
que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les épisodes que j'avais fait sur les blessures. Et vous allez comprendre, parce qu'on ne fait pas un burn-out par hasard. Ensuite, vous avez les origines organisationnelles, la surcharge, les deadlines serrés, l'ambiguïté des rôles, l'absence de reconnaissance et bien évidemment les managers toxiques. Alors, dans la surcharge et les deadlines serrés, vous savez très bien que pendant un temps, ça a été à la mode, d'ailleurs ça l'est toujours dans certaines structures, de dire je suis charrette, et puis moi je termine à 22h, ou la personne qui quitte à 17-18h, on lui demande si elle a pris sa demi-journée. En fait, ce sont des gens qui carburent au travail et qui sont centrés sur le travail. Ça veut dire que leur axe de vie, c'est pas la vie, c'est pas l'amour, c'est le travail. Et on leur fait croire que les collègues de travail, que la structure est leur famille, d'accord ? Donc s'ils sont surchargés, s'ils ont des deadlines serrés, eh ben c'est pour l'entreprise qu'ils représentent comme étant une famille. Le truc hyper toxique au travail. D'ailleurs, vous avez une étude de Gallup en 2018 qui révèle que 76% des employés ont vécu un burn-out au moins une fois dans leur carrière. Vous imaginez ? 76%. Donc là, on va bientôt avoir un nouveau recul. On va avoir des études récentes, mais en 2018, c'était 76% des employés. Vous imaginez, avec la pression qui a augmenté au niveau sociétal. D'ailleurs, au niveau sociétal, c'est le culte de la performance. La performance, la productivité, le hustle. On glorifie ceux qui bossent jusqu'à 23h et on suspecte ceux qui prennent des pauses, comme je viens de vous le dire. Et alors, ceux qui bossent jusqu'à 23h, ce que vous ne savez pas, c'est que la plupart, par exemple, en finance, ils ne carburent pas à la vitamine C. Ils carburent à autre chose pour tenir. Et bien évidemment, on les retrouve en général en sevrage, d'accord, ou en clinique de désintox, parce que, en plus d'être épuisés, ils ont une addiction. Et alors, ça peut être l'addiction à l'alcool, à des drogues, addiction aux opioïdes, et donc ils ont la double peine. Donc, glorifier ceux qui bossent jusqu'à 23h, c'est hyper vicieux, c'est hyper pervers, parce que les gens de l'extérieur ils vont dire « Ah, c'est quelqu'un qui bosse, etc. » Mais eux, vraiment, ils brûlent de l'intérieur. Et puis, au niveau des pressions sociétales, il y a le genre. Les femmes sont disproportionnellement exposées au burn-out. Alors, les femmes qui écoutent, je suis sûre qu'elles vont sourire et qu'elles vont hocher de la tête. Alors oui, et pourquoi ? Parce qu'en plus du travail professionnel, elles portent la charge mentale, domestique et affective. Et ça, je vous ai fait un épisode entier sur la charge mentale. Et du coup, les femmes, elles deviennent les oubliées de leurs propres existences. Pourquoi ? Parce qu'au niveau sociétal, on leur demande de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants et d'avoir des enfants comme si elles n'avaient pas de travail. Il y a une exigence infernale de la femme parfaite qui se réalise au travail, qui se réalise en tant qu'épouse, qui se réalise en tant qu'amante, en tant que maîtresse et en tant que mère. Et au bout d'un moment, ces femmes-là, elles craquent et forcément 10 fois plus que les hommes. Ça a d'ailleurs été documenté aussi dans l'étude Gallup State of the Global Workplace Report en 2018. Et depuis largement documenté et vulgarisé, on sait que les femmes vraiment en bavent. Mais maintenant que je vous ai énuméré les origines individuelles, organisationnelles et sociétales, je vais vous parler du corps. Parce que le burn-out n'est pas que dans la tête. Il est neurobiologique, il est physiologique. Quand le stress devient chronique, l'axe HPA, donc l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, il s'emballe. Résultat, production massive de cortisol, d'adrénaline, jusqu'à épuisement des glandes surrénales. Je vous en ai souvent parlé de cet axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien dont vous devez prendre soin. Et les conséquences de cet emballement, c'est les troubles du sommeil, les troubles digestifs, la baisse de l'immunité, les douleurs chroniques et la fatigue inexpliquée.
c'est la somatisation aussi. Le burn-out, c'est le corps qui se met en mode survie. Et parfois, il se coupe. Donc il y a la dissociation, l'engourdissement et la perte de sensation, l'apathie, vous n'avez plus envie de sortir, vous n'avez plus envie de bouger. D'ailleurs, c'est hyper bien documenté dans Physiology and Neurobiology of Stress and Adaptation, Central Role of the Brain de McEwen en 2007. Vous voyez, depuis, ça fait un moment en fait qu'on fait des recherches et des études sur le burn-out, sur le corps qui se met en mode survie, sur les conséquences, etc. Donc il faut retenir une chose, c'est que c'est neurobiologique et physiologique. Il n'y a pas que la psyché, mais ça je vous le dis souvent. D'ailleurs, le burn-out, il va altérer les fonctions cognitives. Donc la mémoire courte, elle est perturbée, il y a la difficulté à se concentrer et les pensées, elles deviennent floues, vraiment floues. Vous savez plus, en fait, vous avez ce qu'on appelle le brain fog, c'est le brouillard dans l'esprit, c'est le brouillard dans la tête, dans les pensées, dans la façon d'essayer de se structurer, tout est fatigant. Mais il va aussi toucher le cœur. Donc il y a un sentiment de vide, une culpabilité permanente, une impression d'être inutile, nul, sans valeur. Et il y a aussi cette phrase en arrière-plan qui dit « Je veux juste que tout s'arrête ». Et là, on sait très bien que ce sont des gens qui ne se sont pas du tout écoutés et qui à ce moment-là vont rentrer dans des années de récupération, parce que le burn-out, c'est des années de récupération. Pourquoi ? Parce que le burn-out, c'est pas juste une fatigue, c'est une perte de repères cognitifs, comme je vous le disais, un brain fog, un état où penser devient un effort surhumain. Chaque décision, même choisir entre du riz ou des pâtes, ça devient une épreuve et il faut vraiment le vivre pour le croire. Par exemple, vous avez envie de lire, mais vous relisez la même phrase 3 fois, 5 fois, 10 fois et vous la comprenez pas. Vous voulez écrire un mail, mais les mots se dérobent. Vous parlez à quelqu'un, mais vous oubliez ce que vous vouliez dire. Donc c'est vraiment pas un bug passager, c'est le cerveau préfrontal, celui qui gère la planification, l'analyse, la mémoire de travail, qui se met en mode économie d'énergie. Donc ce n'est pas que psychologique, c'est neurologique. D'ailleurs, habituellement, le burn-out, on dit qu'il est neurologique. Psychologique parce que forcément il y a des fondements, mais dans ce qui se passe réellement dans le cerveau, c'est neurologique. Et quand le stress devient chronique, le cerveau, il va libérer les catécholamines et le cortisol en excès. Ça va altérer la structure même des neurones du cortex préfrontal. Vous imaginez ? C'est pour ça que j'arrête pas de le répéter, de vous le dire sans cesse. C'est vraiment la santé cérébrale qui compte avant de vous poser des questions hyper profondes, etc. Demandez-vous dans quel état est votre cerveau. Parce que l'altération de la structure même des neurones du cortex préfrontal, c'est grave. C'est le siège de la concentration, le cortex préfrontal, de la mémoire, du raisonnement qui s'atrophie temporairement. Donc, c'est pas vous qui devenez bête, c'est votre cerveau qui s'éteint pour vous protéger. Parce que, je vous le rappelle, votre cerveau, il travaille toujours avec vous. Il est toujours là pour vous protéger. C'est pour ça que des fois, il va vous faire croire des choses qui sont fausses parce que c'est trop violent pour vous de voir la vérité. Et donc, en vous faisant croire des choses qui sont fausses, il vous protège. Mais le cerveau, il fonctionne toujours pour vous. Ça, il faut bien le retenir. Donc, pendant que le cerveau, il s'éteint pour vous protéger, l'amygdale, le centre de l'alarme émotionnelle, va prendre les commandes. Elle devient hypersensible. Tout semble menaçant, tout fait peur, tout devient trop et trop difficile. Donc le résultat, c'est que vous devenez irritable, hyper émotif, même agressif parfois, ou complètement absent, apathique. Et s'installe la honte de ne plus être aussi efficace, la honte de devoir dire « je ne peux pas », et la honte d'être celle ou celui qui craque ou celui qui n'assure plus. Et en réalité, c'est vraiment pas un manque de volonté, c'est un signal de détresse de la personne qui le vit. Et elle le vit réellement au niveau de son cerveau.
Vous pouvez retrouver d'ailleurs des études et de la documentation là-dessus dans Liston and Hall en 2006, Stress-Induced Structural Plasticity in the Adult Brain et Stress Signaling Pathways Impairing Prefrontal Cortex Function. Donc là, en fait, vous allez vraiment rentrer à l'intérieur du cortex préfrontal et de la plasticité de la plasticité dans le cerveau, la neuroplasticité et ce que le stress fait au niveau des deux. C'est hyper intéressant. Bon, ça demande une sacrée concentration, mais vraiment, ça vaut le détour. Ceci étant dit, une fois que vous avez fait le bilan et que vous savez que de toute façon, vous êtes au fond, que vous êtes là, les 2 pieds dedans, dans le burn-out, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous êtes à plat, vous savez plus comment faire, comment on fait pour fonctionner normalement, ou en tout cas dans sa normalité, celle qu'on connaît. Vous dormez, mais vous êtes encore plus fatigué. Ça, c'est lié à la fatigue cognitive. Vous travaillez plus, mais vous culpabilisez. Vous voulez aller mieux, mais tout vous semble lent, flou et inaccessible. Eh bien, c'est ça l'après. L'après, en fait, ça va demander du courage, vraiment énormément de courage. Pas celui de retourner au travail, pas du tout. Alors ça, par contre, vraiment prenez votre temps. Une fois qu'on vous a dit que vous étiez en burn-out et qu'il vous fallait du repos, commencez pas à vous dire dans 15 jours, je retourne au taf. Non, parce que sinon, la fois d'après, vous êtes admis en HP. Il faut énormément de temps pour se remettre d'un burn-out, de reposer les lignes, l'équilibre, etc. Et en fait, l'axe central, c'est d'avoir le courage de rester avec soi-même et de faire face à ce que vous avez trop longtemps nié, à savoir votre corps, votre rythme, vos besoins et vos douleurs. Ce qui signifie que dans le burn-out, en ce qui concerne le burn-out, la guérison ne commence pas par l'action. Contrairement à d'autres sujets où on vous dit qu'il faut commencer par l'action, lorsqu'il s'agit d'un burn-out, la guérison, elle va commencer par le ralentissement, par l'arrêt, par le vide. Et ça, c'est terrifiant. Parce que le vide, vous ne savez pas quoi en faire. Parce qu'on ne vous a jamais appris à vous écouter, on vous a appris à produire. Alors au début, vous allez douter, vous allez paniquer, vous allez vous ennuyer. Mais par contre, tout doucement, vous allez respirer au fur et à mesure. Forcément, ça inclut une thérapie. On ne peut pas sortir du burn-out sans thérapie. Vraiment. J'insiste parce que il y a des gens qui ont poussé. On leur a dit dans tous les sens, psychiatre, médecin, moi, les amis et tout ça, et ils ont fini par une hospitalisation longue. Et là, vraiment, je le souhaite à personne. Il faut entrer en thérapie quand vous êtes fatigué au niveau cognitif. Et pas n'importe lesquelles. Il faut entamer des thérapies qui parlent au corps et à l'âme. Donc, il faut des thérapies cognitivo-comportementales pour retrouver des repères et des pensées plus justes. Donc, ça va induire une approche intégrative qui va forcément réconcilier neurosciences et humanité, de l'EMDR pour réparer les traumas et désamorcer les déclencheurs. Parce que comme je vous le disais plus tôt, il y a des déclencheurs au burn-out. Si on ne les désamorce pas, vous le savez, le cerveau, il garde en mémoire ce que vous ne traitez pas. Donc vous allez certainement vous sentir plus calme pendant un temps, mais ça va éclater sous une autre forme, dans un autre environnement social. Et c'est ça en fait qu'on redoute quand on a quelqu'un qui vit un burn-out, c'est qu'en fait à un moment donné, il va se sentir stabilisé et donc du coup, il va enclencher une vitesse à laquelle il n'est pas prêt d'aller et ça éclate au niveau social. C'est pour ça qu'il faut être accompagné par quelqu'un qui vous comprend vraiment, par quelqu'un qui ne va jamais vous juger. Pas quelqu'un qui va vous dire « Ah, mais tu dois reprendre le dessus ». Mais quelqu'un qui vous regarde et qui vous dit que vous n'avez rien à prouver, que vous avez juste à vous retrouver et que pour ça, vous avez tout le temps. Alors, je sais que mes mots peuvent paraître faciles, mais vous avez tout le temps. Et vous êtes suffisant tel que vous êtes dans la société.
à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se comparer quand on est en burn-out parce que votre fonctionnement cérébral n'est pas optimum. Tant qu'il n'est pas optimum, vous ne pouvez faire qu'une chose, c'est vous reposer. Prendre soin de vous, ne pas écouter les voix de juge intérieurs qui sont vraiment difficiles, ne pas écouter les gens qui vous disent non mais c'est rien, moi j'ai vécu la guerre, moi j'ai vécu pire et moi je. Dans le burn-out, il est vraiment très 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 important d'avoir un entourage solide parce que c'est invisible le burn-out. Donc les gens ils connaissent pas forcément les signes précurseurs et quand ça arrive, c'est très 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 lourd. Il y a des gens qui ne se lèvent pas. Il y a des gens en fait qui n'arrivent plus à ranger et on retrouve des gens qui n'ont pas rangé leur maison depuis 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois et à cause de la dépression, à cause du burn-out, parce qu'ils ont honte. Et donc c'est un cercle vicieux parce qu'ils se voient se dégrader et ils voient qu'ils n'ont plus de force pour continuer à ranger, à fonctionner, etc. Et ils continuent de s'enfermer. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de devoir se reposer. C'est très très important. D'ailleurs, on ne sort jamais indemne d'un burn-out. On peut en sortir transformé. Il y a ceux qui reviennent et il y a ceux qui renaissent. Ceux qui reviennent, ils n'ont pas fini de guérir. Et il y a ceux qui renaissent, qui ont enclenché une réelle transformation. Ils se sont servis de cette expérience douloureusement complexe pour créer leur nouvelle identité, mettre leurs limites, transformer leurs croyances limitantes, travailler sur leur trauma, etc. Et c'est pour ça que c'est pas forcément une crise qui est sans fin et qui n'a aucun but, mais c'est une transformation, c'est une mue, un peu comme le serpent, vous savez. Donc vous changez de peau, vous changez de regard, vous redessinez votre vie, vous faites de la place à la lenteur, vous faites de la place à une vie plus calme, à une joie simple. Et vous n'allez plus répondre à tous les mails à la minute. Vous n'allez plus dire oui à l'extérieur en permanence. Vous allez vous dire oui à vous et à votre intériorité. Parce que, je vous le rappelle, le dernier quart d'heure de votre vie, vous n'allez pas penser aux mails. Vous n'allez pas penser au fait que votre carrière elle a été folle et que tout le monde vous a reconnu mais que vous n'avez jamais vécu pour vous. C'est pas à ça que vous allez penser au dernier quart d'heure de votre vie. Et c'est pourquoi il y a certains en fait qui en ont pleinement conscience après un burn-out et qui changent de métier. Il y en a d'autres qui vont tout réorganiser, leurs priorités, leur environnement, leur rapport au travail. Il y a certains qui vont quitter les entreprises toxiques parce qu'ils vont comprendre le mécanisme en jeu. Il y en a d'autres qui vont devenir militants, en fait, qui vont remettre la dignité au cœur de leur vie, la dignité humaine, qui vont être le garant d'une certaine justice émotionnelle sur le lieu de travail et qui vont en fait utiliser leur expérience pour prendre soin des autres. Donc vous voyez, le burn-out, ça devient à ce moment-là un rite de passage. Pas un échec, mais une traversée. C'est un cri de renaissance. C'est dire, un jour j'ai touché le fond et là j'ai vu que j'étais en vie. Et donc, à ce moment-là, la personne, elle tend la main vers elle-même, elle recommence différemment, à son rythme, à sa manière et en se respectant. Et pourquoi elle parvient à faire ça ? Parce qu'elle a compris le rôle du corps dans la réparation. Son corps a intégré le message. C'est pour ça que je vous ai dit, il y en a qui en reviennent et il y en a qui transforment. Ceux qui en reviennent, en général, le corps, il n'a pas assimilé la réparation. Ceux qui se transforment, ce sont ceux qui ont mis le message dans chaque cellule de leur corps, cerveau et corps. Parce que, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs je vous le cite souvent, Van der Kolk, il a référencé en fait tout ce que le corps garde en mémoire au niveau traumatique. Je vous invite à relire ses bouquins. Donc c'est Van der Kolk. En 2014, par exemple, il a publié The Body Keeps the Score. Et donc là il explique vraiment que le corps n'oublie rien. Et donc ce sont des gens qui développent une intelligence émotionnelle et qui vont
réintégrer leurs émotions au bon endroit, à la bonne échelle, après cette expérience traumatique. Donc vous voyez, il dépasse l'expérience traumatique, il la transcende et finalement, ils ont compris qu'ils s'étaient éteints pour survivre dans un premier temps, mais surtout pour se donner la chance d'avoir une vie harmonieuse, alignée, qui correspond à leur nouvelle identité. Ils ont compris que leur burn-out, c'était une réponse intelligente de leur corps, une protection de leur cerveau, un cri ultime pour dire « je n'en peux plus de cette façon de vivre ». En fait, ils ont compris que le burn-out, c'est un appel au retour, à l'essentiel, à la lenteur et à soi. Donc, si vous traversez cette épreuve ô combien difficile, non, vous n'êtes pas faible, vous êtes un système vivant qui dit stop à une situation qui est délétère et toxique pour vous, et ça mérite d'être écouté avec honneur, avec dignité et avec science. This podcast is brought to you by Aura. By the time you hear about a data breach, your information has already been exposed for months. On average, companies take 277 days to report a breach. That's 9 months where hackers have access to your personal data. That's why we're thrilled to partner with Aura. Aura is an all-in-one digital safety solution that monitors the dark web for your phone number, email, and social security number, sending real-time alerts if your info is found. It also includes a VPN, password manager, and data broker removal to help keep you safe. For a limited time, Aura is offering a 14-day free trial plus a dark web scan to check if your personal information has been leaked, all for free at aura.com/safety. That's aura.com/safety to sign up and protect your loved ones. That's AURA.com/safety. Terms apply. Check the site for details.